Les maladies bucco-dentaires touchent près de 3,7 milliards de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, la bouche reste la grande oubliée des stratégies de prévention en santé publique. On parle souvent de santé, de performance, de longévité, mais combien d'entre nous ont vraiment conscience du rôle fondamental de la bouche dans notre équilibre global ? Comment une respiration buccale peut-elle influencer le sommeil, la posture ou même la concentration d'un enfant ou d'un adulte ? Pourquoi certaines douleurs chroniques ou troubles digestifs peuvent trouver leur origine dans un déséquilibre dentaire ? À chaque âge de la vie, des fondations se posent ou se réajustent pour soutenir un état de santé durable. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Catherine Rossi. Avec elle, nous vous proposons un voyage chronologique de la petite enfance à l'âge adulte pour comprendre comment la santé bucco-dentaire peut devenir un véritable levier de prévention et de performance. Catherine, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Tu es chirurgien-dentiste et une pionnière de la dentisterie holistique en France. À ce titre, en 2014, tu as fondé Nature Biodental, que tu définis comme le mouvement de la santé dentaire naturelle qui réunit les patients, les chirurgiens-dentistes, les médecins et les praticiens de santé pour mettre la santé bucco-dentaire au cœur de la chaîne de santé, afin de promouvoir une santé bucco-dentaire naturelle et intégrative. Cette vision globale t'amène à faire le lien entre la bouche et tout l'organisme, soulignant l'importance d'une prévention dès le plus jeune âge. Tu as également transmis ton expertise à travers plusieurs ouvrages de référence, le Dicodan, Vos dents vous parlent, ou encore Prendre soin de ses dents grâce aux remèdes naturels. Pédagogique et accessible, ces livres s'adressent autant au grand public qu'aux professionnels. En 2016, tu as publié un guide de protocole thérapeutique prolongé par une formation en ligne pour les praticiens qui a été enrichi en 2025 par un manuel de protocole pratique conçu comme un véritable outil de terrain. Au quotidien, tu mets en œuvre des soins biocompatibles associés à des approches naturelles et énergétiques, homéopathie, phytothérapie, réflexologie dentaire, équilibre occlusal, et tu interviens régulièrement en formation, conférences et webinaires pour réaffirmer que sur le chemin de la vie, on avance mieux avec de bonnes dents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de te recevoir pour explorer comment bâtir une santé bucco-dentaire performante à chaque étape de la vie en mobilisant les principes de prévention intégrative que tu défends avec passion. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors notre première question signature, comment est-ce que tu définirais la performance ? Alors la performance, c'est donner le meilleur de soi-même et donc s'améliorer de jour en jour pour toujours se sentir mieux et pouvoir mieux servir le monde. Et qu'est-ce qui t'anime ? Quelle est ta mission de vie ? Ma mission de vie, c'est de transformer la vie des gens par leur santé bucco-dentaire. Et parce que quand on a de bonnes dents, quand on a un bon équilibre occlusal, c'est-à-dire la manière dont les dents du haut s'emboîtent avec les dents du bas, quand tout ça se fait de manière équilibrée, eh bien, ça met une force intérieure qui est puissante, très puissante. On ne peut pas imaginer à quel point, quand tout d'un coup on a la bouche en équilibre, la transformation que ça peut faire dans chaque acte de nos vies. Et puis tout le schéma postural est accompagné par ça. Et puis quand on vit sans douleur, on vit mieux. Et puis quand on sait aussi que toutes les pathologies, toutes les bactéries qu'on peut avoir dans la bouche peuvent avoir un impact dans tout notre corps. Donc si on peut éviter ça, c'est tout bonus. Donc voilà, une bouche bien équilibrée, des gencives en santé, des dents aussi en pleine santé et bien minéralisées et bien solides. Et bien tout ça, ça fait des êtres humains avec une sacrée puissance. Donc c'est ça, moi, ma mission de vie, rendre les êtres puissants grâce à leur santé bucco-dentaire. Génial, merci beaucoup. Magnifique.
Alors, tu es dentiste holistique. En quoi est-ce que ça diffère d'une dentisterie conventionnelle? Alors, déjà, moi, je suis chirurgien dentiste, donc j'ai fait la faculté dentaire à Toulouse. Et donc, j'ai appris à soigner des dents. Et dans notre formation, on nous apprend comment soigner des dents abîmées. Voilà. Et donc, en dentisterie holistique, avant de se précipiter sur le comment réparer cette dent cassée, on se demande pourquoi cette dent en est arrivée là. Et c'est pas uniquement pourquoi cette dent s'est cassée, elle a mordu sur un noyau d'olive. Il y a tout un être humain derrière cette situation. Et cet être humain, il est métabolique, il est postural, il est émotionnel. Et il y a tout ça qui impacte sur ce qui se passe dans sa bouche. Même le noyau d'olive. Donc c'est ça qui est passionnant parce que la personne va dire « Ah oui, j'ai mangé sur un noyau d'olive ou il y avait un caillou dans les lentilles. » Mais moi, je sais très bien que le caillou, il n'est pas arrivé là sur cette dent pour rien. Et quand on arrive à décoder ça et à pouvoir l'exprimer et en discuter avec le patient, parce que tous les patients sont pas prêts à écouter à ça. Ceci dit, quand ils viennent voir un dentiste holistique, souvent, ça leur plaît, ils veulent en savoir un peu plus. Donc ça, effectivement, tout d'un coup, ça permet de mettre du sens sur ce qui nous arrive. Et la maladie dentaire, c'est comme une maladie générale, elle n'est pas là par hasard. Donc là, j'ai parlé du caillou dans les lentilles, mais il y a tout un métabolisme aussi derrière. Il y a des intestins qui fonctionnent pas bien, il y a un foie qui fait pas son travail de détox, il y a des carences, il y a du stress, il y a une acidose. Enfin voilà, il y a plein de choses autour qui accompagnent la vie de cet être humain, qui expliquent ce qui se passe dans sa bouche. Donc, en dentisterie holistique, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on va soigner la dent, il y a une carie, on va soigner la carie, la dent, le nerf est atteint, on va dévitaliser, on va mettre une couronne, on va mettre un implant, enfin, on va faire tout ce que font tous les dentistes, mais on essaye de comprendre aussi le cheminement qui ont amené à cette pathologie et on aide le patient à prendre ça en compte pour pas que ça récidive. Parce que l'objectif, c'est ça. Ça peut arriver d'avoir un problème dentaire, mais toute la richesse de nous en tant que dentistes holistiques, moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les dentistes soient holistiques, qu'on n'ait pas besoin de dire ce genre de choses, mais si on soigne juste la carie et qu'on dit au revoir madame, brossez-vous mieux les dents, il manque quelque chose. Je pense qu'il manque quelque chose. Parce qu'il y a plein de gens qui se brossent bien les dents, qui vont vous dire, écoutez, moi, je comprends pas, je vais tous les ans voir mon dentiste pour faire un détartrage, je me brosse les dents 3 fois par jour, je mange pas de sucre, et pourtant, malheureusement, ils ont plein de caries. Et qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là, quoi? Voilà. Et si on a un regard plus holistique, plus intégratif, si on comprend les systèmes qui régissent le corps, eh bien, on a des clés. Et ces clés, alors, on peut pas toutes les ouvrir, mais on a une équipe thérapeutique avec des naturopathes, avec des ostéopathes, avec des acupuncteurs, avec des médecins de médecine fonctionnelle, avec qui on peut travailler, où on peut aller transformer le terrain et faire en sorte que la personne qui, tous les 6 mois, quand elle venait faire son contrôle dentaire, elle avait 2-3 caries, et ben ça y est, c'est fini. On est passé à autre chose. Il y a un terrain qui se renforce. Il y a des prises de conscience métaboliques, il y a une alimentation qui se transforme vraiment en profondeur avec conscience et pas juste je fais attention à ce que je mange pas de sucre, mais tout d'un coup j'explose et je mange 3 paquets de gâteaux dans la demi-heure. Voilà, c'est vraiment aller au fond des choses pour comprendre ce que veut nous dire notre bouche de notre métabolisme, de notre équilibre postural, de notre équilibre émotionnel, de notre vie, quoi. Voilà, de notre hygiène de vie, voilà.
Et donc c'est pour ça qu'on peut dire que la bouche est la porte d'entrée vers notre santé plus générale. C'est surtout le miroir. C'est surtout le miroir parce qu'elle est l'expression de ce qui va pas. C'est pas toujours la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée de notre alimentation, mais ça peut être aussi. Il y a d'autres portes d'entrée dans le corps. Tout rentre pas par la bouche, donc il y a d'autres portes d'entrée et la bouche, elle exprime ce qui va pas dans le corps. Est-ce qu'on peut parler du microbiote buccal ? Parce que ici, on a pas mal parlé déjà du microbiote intestinal, pas encore le microbiote buccal. Je sais qu'il en existe un et qu'il est très important. Et notamment, on dit que les maladies neurodégénératives débutent dans la bouche et que c'est un déséquilibre du microbiote buccal. Alors en fait, le microbiote buccal, il est... je sais pas comment vous dire. Le microbiote, il fait partie naturellement de la bouche. On a des bactéries dans la bouche comme on a dans les intestins. Et généralement, le microbiote buccal, il est en lien avec le microbiote intestinal parce que ce sont les mêmes, c'est la même muqueuse, c'est le même métabolisme. Hein, donc, à la différence, c'est que le microbiote buccal, il est en relation avec l'air et avec l'extérieur. Voilà. Donc, il est si, par exemple, une personne respire par la bouche, elle va modifier son microbiote buccal. Si une personne fait systématiquement des bains de bouche après s'être brossé les dents, et souvent, c'est même si c'est des bains de bouche bio, hein, donc un bain de bouche systématique après chaque brossage dentaire, ça déstabilise le microbiote buccal. Donc, cette écologie qui est dans la bouche, elle doit se stabiliser par une bonne hygiène de vie, tout simplement. Il faut se brosser les dents, il faut bien mastiquer, il faut se brosser les dents avec des dentifrices bio qui n'ont pas de perturbateurs endocriniens, qui n'ont pas de produits trop agressifs, donc pas de lauryl sulfate, pas de dioxyde de titane, pas de triclosan. Voilà, il y a tout un... Le fluor aussi, non ? Alors oui, le fluor, c'est encore un autre débat. Oui, ouais. Effectivement, le fluor, c'est un perturbateur endocrinien. Ouais. Moi, je pense que les seules personnes qui devraient avoir du fluor sont les personnes âgées. Donc, pas les enfants. Non, parce que le fluor, justement, ça va perturber le cerveau des enfants et ça va baisser leur QI. Et... Ah bon ? C'est un neurotoxique, le fluor. Hein. Ouais, non, mais là, j'ai un petit coup au cœur, pardon, mais je dois pas être la seule parce que la dentiste pédiatrique de ma fille nous a recommandé de prendre... tous les dentistes recommandent de fluor, mais ça, c'est vraiment un grand débat et là, de plus en plus, on commence à prouver scientifiquement que le fluor baisse le QI de nos enfants. Mais alors, en plus, moi, je me rappelle, mon QI a dû en prendre un coup parce que je me rappelle que quand j'étais petite, notre médecin généraliste, il me donnait des petits cachets de fluor. Oui, on sait. D'accord, moi, j'ai pris cher, quoi. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, le fluor, il prend la place des minéraux dans la dent. Donc, comme la carie, c'est une déminéralisation, s'il y a moins de minéraux dans la dent, la dent se déminéralise moins. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le fluor diminue les caries. Parallèlement à ça, il faut savoir que quand on donne du fluor avec les dosages recommandés par l'OMS et tous les organismes officiels, on diminue l'indice carieux de 0,49. Par contre, si on met en place des nouvelles règles alimentaires où on diminue le sucre que l'on donne à nos enfants, on diminue la carie de 1,59. Donc, après, tout le monde a le choix. Qu'est-ce que vous préférez ? Donner un toxique à vos enfants pour avoir une petite baisse de carie et continuer à les intoxiquer avec du sucre et avec une alimentation industrielle polluée ? Ou vous dites, moi je lui donne pas de fluor, mais par contre, je fais hyper attention à son alimentation. Les bonbons, c'est que pour les anniversaires, les fêtes, et quand on mange des gâteaux à la maison, ils sont faits avec du sucre complet, voilà. Après, voilà, c'est-à-dire que non seulement on va leur enlever des toxiques, parce qu'ils mangeront moins de sucre blanc qui est toxique,
mais en plus, on va pas leur rajouter du fluor qui peut être toxique pour leur santé. Donc, même à petite dose, le fluor est vraiment neurotoxique. Même à petite dose, bah oui, c'est un perturbateur endocrinien. Donc les perturbateurs endocriniens, ça agit à dose minime, hein. C'est pas... Ok, top. Bon, bah, je sais ce que je vais faire en rentrant. Voilà. Mais moi, en fait, c'est-à-dire que si vous arrêtez le fluor, il faut changer l'alimentation. On peut pas dire j'arrête le fluor et puis continuer l'hygiène de vie qu'on a aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui, ils mangent des paquets de gâteaux au goûter et des bonbons, des trucs. Alors là, effectivement, il vaut mieux leur donner un peu de fluor. C'est pas très gentil ce que je vais dire, mais on n'est plus un toxique près. Vous voyez ? Mais voilà, la conscience, c'est ça. C'est que c'est un changement radical d'hygiène de vie. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? Et alors, le lien avec les maladies neurodégénératives qui peuvent en fait, les bactéries qui sont dans la bouche, quand il y a un déséquilibre du microbiote, et ben ces bactéries, elles vont passer dans la circulation et elles vont venir se mettre dans toutes les zones de faiblesse. Donc, il y a des personnes chez qui ça va se mettre dans les articulations, elles vont avoir des polyarthrites. Il y en a d'autres chez qui ça va se mettre dans des tumeurs cancéreuses et on va retrouver des bactéries qui normalement sont dans la gencive, dans cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du pancréas, cancer de l'estomac. On a retrouvé, hein, c'est pas des exemples par hasard que je vous donne, hein, scientifiquement ça a été retrouvé. Et puis ça peut monter au cerveau, hein, ça peut se mettre aussi sur le cœur, se faire des endocardites, ça peut se mettre au niveau du cerveau, ça fait des démences, ça aggrave les maladies d'Alzheimer, ça peut faire des AVC aussi, ces bactéries qui vont se développer partout, ça peut faire des septicémies bien sûr, hein, la septicémie on meurt encore aujourd'hui de septicémie d'origine dentaire, hein, donc c'est pas de la légende, hein, encore aujourd'hui à notre époque il se passe des choses comme ça, parce qu'en plus, même quand les patients arrivent à l'hôpital en urgence, ils pensent tout de suite à une méningite, mais oui, mais ça vient d'où ? Il y en a pas beaucoup qui pensent aux dents. Et alors, ça vaut le coup, désolée, je fais un petit pas de côté, mais ça vaut le coup de faire tester son microbiote buccal ou ça n'a aucun sens ? Non. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Ok, hyper intéressant. À partir du moment où on a la gencive qui saigne, on sait qu'il y a de l'inflammation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà un bon diagnostic. Est-ce que c'est juste une gingivite qui va disparaître après un détartrage et un rétablissement d'une hygiène correcte, ou est-ce qu'il y a vraiment une maladie parodontale qui est en train de s'installer ? Ça, on ne peut le découvrir qu'en faisant une observation fine de ce qui se passe en bouche, mais aussi avec une radio. Parce que la radio, elle va permettre de mesurer l'os qu'il y a autour des racines dentaires. Cet os, il doit être à un certain niveau. Si on voit que ça s'est rétracté, eh ben, automatiquement, on sait qu'il y a une maladie parodontale. Parce que ça se voit pas parfois de l'extérieur. L'extérieur, on regarde, c'est tout beau, la gencive est bien belle et tout, mais quand on prend la radio, pouf, on voit que l'os est descendu. Mais en association avec ça, il peut y avoir des zones inflammatoires où effectivement ça saigne, il y a du pus, c'est un peu l'origine de la mauvaise haleine, ça peut faire des abcès. Donc, premièrement, on fait un diagnostic. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, eh ben, ça va influencer le type de traitement qu'on va proposer. Soit c'est juste un détartrage, on vous remontre des bonnes techniques de brossage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés de très bien se brosser les dents. Je viens de me brosser les dents dans votre cabinet de toilette. Alors, je veux pas être... on le dirait pas. Et donc, je prends un miroir et puis je gratte sur la base des dents et je dis, regardez, ça, c'est ça que vous êtes censé enlever avec votre brosse à dents. Donc après, il faut comprendre pourquoi. Est-ce qu'ils ont un mauvais geste ? Souvent, ils ont des brosses à dents trop souples. Parce qu'on leur dit tellement, il faut une brosse à dents souple. Donc, ils vont à la pharmacie, donnez-moi la plus souple. Ce sont des brosses à dents qui sont normalement pour la chirurgie, après une chirurgie, pour pas se blesser. Mais ça ne décolle absolument pas la plaque bactérienne sur les dents. Alors, les brosses à dents électriques, c'est bien ou pas ? Les brosses à dents électriques, alors... Oui, tout est bien si on les utilise bien, et en faisant attention. Par exemple, vous avez des brosses à dents maintenant aujourd'hui qui sont soniques, qui vibrent, mais qui vibrent avec une telle puissance qu'elles décollent toutes les couronnes.
Alors les gens, ils viennent, ah ma couronne, elle s'est décollée. Puis en fait, vous comprenez pas. Il y avait un marteau-piqueur dans ma bouche. Et puis en fait, la brosse à dents, elle fait. Voilà, il faut essayer de comprendre. Après, il y a d'autres brosses à dents, des espèces de brosses à dents rondes, qui elles sont très dures et puis qui labourent les gencives, qui font mal. Donc ouais. Voilà. Alors, on dit aux patients, celle-là, elle est bien de brosse à dents, mais vous jetez la tête avec laquelle elle arrive et vous achetez une sensitive, une souple. Donc là, après, il change. Effectivement, c'est beaucoup mieux. La brosse à dents électrique, en fait, elle permet de faire plus vite ce qu'on a la flemme de faire. C'est exactement ça. Voilà. Donc, mais comme ça, voilà, bien savoir où la mettre, faire le bon mouvement, parce que elle va pas brosser toute seule. Il faut que nous, on la guide, qu'elle déborde sur la gencive. Quand on se brosse les dents, on doit masser sa gencive en même temps que l'on brosse ses dents. Et on doit rester quand même assez longtemps sur la dent pour que ça décolle toute la plaque bactérienne. Voilà. Donc, que ce soit une brosse à dents manuelle, que ce soit une brosse à dents électrique, que ce soit une brosse à dents qui tourne, que ce soit une brosse à dents qui oscille, que ce soit une brosse à dents ultrasonique, peu importe, l'objectif, c'est qu'à la fin du brossage, vous ayez les dents propres. Voilà. Donc après, il faut passer la langue comme ça pour aller faire l'inspecteur des travaux finis pour aller voir si c'est bien lisse partout. Et en fait, une fois que vous vous êtes fait faire un détartrage, par exemple, vous devez avoir les dents toutes lisses. Donc, avoir conscience de ce que c'est des dents lisses pour que, quand il y a de la plaque bactérienne, qui est ce petit dépôt un peu grumeleux qui reste sur les dents, avec la langue, vous ayez l'expertise de dire « Ah, là, c'est pas lisse » et de pouvoir reprendre la brosse jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Voilà. En tout cas, je viens d'apprendre le nombre de brosses à dents possibles et imaginables qu'il existait parce que je n'étais pas au courant. Pour avancer un petit peu, on a décidé dans cet épisode de faire quelque chose d'un peu plus original par rapport à d'habitude et de faire une progression chronologique en fonction des étapes d'âge, on va dire, dans la vie d'un être humain. Et pour commencer, on va donc faire la petite enfance, on va dire jusqu'à 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et pour la première question, ce serait donc quels sont les enjeux clés de la santé bucco-dentaire dès la naissance, et voilà, donc pour les premières années d'un enfant. Alors déjà, ce que j'ai envie que tout le monde se mette dans la tête, c'est que la santé dentaire, elle commence dans le ventre de la maman. Parce que c'est pendant la grossesse que se forment les dents de lait. Donc, pour avoir des dents de lait solides, il faut que la maman, elle aussi, elle soit en bonne santé et qu'elle puisse apporter tous les minéraux dont l'enfant a besoin. Donc, faut pas qu'elle soit carencée en minéraux ni en vitamine D, parce que c'est un petit peu les choses dont on a besoin pour que la dent se forme bien. On n'a pas besoin de fluor. On a besoin de magnésium, on a besoin de potassium, on a besoin de silice, on a besoin de calcium et on a besoin de vitamine D et même de vitamine K2 pour mettre tout ça. D'ailleurs, dans les sociétés primitives, on faisait des espèces de petits de plats fermentés, très riches en vitamine D et en vitamine K2, D3K2, qu'on donnait à la femme enceinte justement pour que tout le potentiel minéral du corps, parce qu'ils avaient compris que la structure osseuse était quand même à la base de la force vitale de l'être humain. Donc voilà. Donc l'enfant, quand il forme ses dents, il a besoin de tout ça. Et il y a un facteur très important qui pourrait empêcher ça, en plus des carences minérales et vitaminiques, c'est le stress. Toujours le même. Toujours le même. Il est là partout, à tous les étages de notre vie. Et au niveau des dents, le stress de la femme enceinte avec deux émotions importantes, la peur et l'insécurité. Ce sont deux émotions qui sont en lien avec le méridien du rein en médecine traditionnelle chinoise. Et le méridien du rein, c'est lui qui est le grand maître des os, OS, et des dents dans le corps. C'est lui qui gère la minéralisation. C'est lui qui permet aux minéraux de bien aller se fixer au bon endroit. Voilà. Avec la collaboration de la vitamine D3 et de la vitamine K2. Donc, quand la femme enceinte est dans des situations de stress avec des peurs et des notions d'insécurité, elle vide son énergie du rein et du coup, la minéralisation du bébé ne se fait pas correctement. Et comme
l'endroit du corps où le corps est intelligent et se dit à quel endroit je pourrais prendre les minéraux pour que cet enfant survive, hein, eh ben, il va les prendre dans les dents. Parce que c'est l'endroit où il est le plus biodisponible et c'est l'endroit, entre guillemets, où ça ferait le moindre mal, entre guillemets. Donc après, l'enfant, quand il naît, qu'il a ses premières dents qui sortent, si vous avez un enfant qui a plein de caries partout, n'allez pas lui dire qu'il va manger trop de sucre, peut-être aussi, mais c'est souvent c'est en association avec un stress aussi qu'on a une alimentation hyper sucrée. Mais surtout, allez demander à la mère comment s'est passée sa grossesse et vous aurez des réponses. Et donc là, après, on peut travailler sur le stress de l'enfant, lui apporter des minéraux et d'aller à la source de son problème, parce que souvent il a hérité un peu du stress de la mère. La mère, si elle est stressée pendant la grossesse, il y a de fortes chances qu'elle le soit encore pendant les premières années d'élever son enfant. Donc on va vraiment à la cause des choses. Et là, nos apports de minéraux, les soins dentaires, tout ça aura un impact. Mais si on se contente juste de soigner ce pauvre enfant de 3 ans qui est complètement terrorisé sur un fauteuil dentaire, souvent on fait ça sous anesthésie générale parce que c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir les soigner, eh bien en fait on ne fait que soigner le symptôme et on va pas à la cause du problème. Alors que la bouche de cet enfant, il nous hurle « j'ai trop de stress autour de moi, au secours, aidez-moi ». Et nous, on va lui rajouter du stress à essayer de le soigner en violence ou de le mettre, de lui faire une anesthésie générale ou des choses qui sont encore traumatisantes pour un enfant. C'est passionnant, c'est très intéressant. Et donc, ça veut dire que si on gère justement cette problématique de stress, le fait d'avoir eu potentiellement une dentition pas au top avec les dents de lait, ça n'a pas forcément d'impact sur les dents définitives. Tout à fait. Les dents définitives, elles commencent à se former dès la naissance. Dès que l'enfant naît, hop, la première molaire commence à se minéraliser. Donc, effectivement, après, le stress de l'enfant, il peut avoir un impact sur les dents définitives. Mais plus vite on intervient, généralement, les dents de lait, elles sortent aux alentours du 5e, 6e mois. Donc, on peut tout de suite voir les dents, comment elles sont. Elles ont plutôt l'apparence de perles, ou est-ce qu'elles sont ternes, ou est-ce qu'elles sont friables. Généralement, si elles doivent se carrer, elles se carrient très vite. Et elles se carrient souvent avec une réaction qui donne une couleur noire. Mm. Alors, dans le milieu dentaire, on appelle ça la carie du biberon, parce que on accuse les parents de laisser l'enfant dormir avec un biberon le soir dans le lit ou de tremper la sucette dans du miel ou dans du sucre. Mais en fait, tout ça, c'est un terrain de stress qui a besoin d'être apaisé. Donc, effectivement, le biberon sucré, l'eau sucrée, tout ça, ça va être un facteur supplémentaire. Mais un enfant qui n'aura pas de stress, il fera une toute petite carie. Alors que là, les dents sont ravagées. Elles sont noires, vraiment, c'est pas très beau ce qu'on voit, quoi. Donc voilà, il faut vraiment aller voir plus loin que le petit trou dans la dent. Et alors, les enfants qui naissent avec des dents? C'est ce que j'allais poser comme question. C'est mon cas, en fait. Je suis née avec une dent et 2 mois plus tard, j'en ai une deuxième. Ah, alors ça, ce sont des êtres exceptionnels, on peut le dire, non? Qui ont tout de suite compris leur autonomie. En fait, la sortie de la dent, c'est l'autonomie. Ah ben voilà. Voilà. Laissez-moi tranquille. Moi, je sais où je vais. On est bien dedans. Je reconnais bien Mélanie. Je pense que mes parents comprendront aussi le message. Pourquoi on dit que la respiration nasale structure le visage de l'enfant et quel lien on fait donc avec la mâchoire, le palais et donc le sommeil? Beaucoup de choses. Gros dossier. C'est fondamental, fondamental. Là, demain matin, on y est encore. Ah, super. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions. Les fonctions, c'est-à-dire la succion, la déglutition, la mastication et la respiration, sont fondamentales pour la croissance du visage. Mais la croissance du visage, c'est la croissance des mâchoires, donc ça permet
à toutes les dents futures de pouvoir venir s'installer partout et qu'on soit pas obligé d'aller voir un orthodontiste pour arracher des dents pour faire de la place, parce que ça aussi, c'est le lit des apnées du sommeil, parce que la langue, elle continue sa vie tranquille, mais si on la met dans une toute petite mâchoire, la nuit, au bout d'un moment, en dormant, elle part vers l'arrière parce qu'elle a plus de place pour venir se mettre. Surtout que la langue, normalement, elle doit venir se positionner au palais. Et donc, si la langue, elle est en bas, elle pousse la mâchoire et souvent, c'est elle qui s'en va parce que la mâchoire, elle bouge pas. Voilà. Donc bon, là, j'ai fait une petite digression. Donc, les fonctions. La langue, elle doit se mettre au palais parce qu'elle participe à la croissance du maxillaire supérieur. Mais la respiration nasale participe aussi à la croissance du maxillaire supérieur parce que la respiration nasale, elle participe à la croissance des narines, elle participe à la croissance des sinus. Donc les sinus qui sont ici, en ayant leur bonne taille, ils vont participer aussi à la croissance du maxillaire supérieur. Mais ils vont aussi participer à la croissance des globes oculaires. Donc non seulement les dents, elles ont la place de bien se mettre, mais les yeux aussi ont la place de bien fonctionner. Parce que si l'orbite est trop petit, le globe oculaire, il va pas pouvoir bien bouger. Donc, il va y avoir des problèmes de motricité oculaire. Si, par exemple, il y a une narine qui est toujours bouchée et pas l'autre, il va y avoir une asymétrie. Donc, les enfants, ils vont grandir et puis ils n'ont pas les yeux au même niveau. Il va y avoir des problèmes de vue. C'est des enfants à qui on va être obligé de mettre des lunettes très rapidement. Mais en fait, tout ça, ça vient de la mastication et de la croissance. La croissance à cause des fonctions. Dans la bouche, c'est le mou qui modèle le dur. C'est la langue qui fait la loi, et l'air de la respiration fait la loi aussi. Si un enfant respire par la bouche, il va modifier son microbiote buccal dès tout petit. Donc c'est pas top. Hein. Très vite, il va avoir des inflammations de gencives. Il commence bien sa vie parodontale. Ensuite, il va y avoir des problèmes d'amygdale. Tous ces enfants qui ronflent, à qui on enlève les amygdales, qui font même des apnées de sommeil, c'est parce qu'ils respirent par la bouche. Donc l'air n'est pas filtré. Donc les amygdales, elles captent toutes les poussières et les cochonneries qu'ils avalent. Il y a une acidose buccale, il y a un manque de salive. Donc les amygdales se mettent en inflammation et elles grossissent. Puis il arrive un moment, on est obligé de faire une opération des amygdales. Et puis, on fait les végétations en même temps, tant qu'on y est, hein. Voilà. Donc, déjà, vous voyez comment ça se passe. Après, au niveau du nez, la respiration nasale, moi je dis, la respiration par le nez, c'est la vie. La respiration par la bouche, c'est la survie. Donc, quand je travaille en rééducation avec mes patients, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez, vivre ou survivre? Vivre, ok, donc fermez votre bouche. On commence par ça. D'accord? Donc, la respiration nasale, d'abord, elle filtre l'air. Donc ça, la bouche peut pas le faire. C'est les amygdales qui prennent tout. Donc, elle filtre l'air. Ensuite, elle participe à la croissance du maxillaire supérieur et des sinus et des globes oculaires. Ok? Ensuite, elle participe à la régulation thermique du cerveau. Quand on respire comme ça par le nez, ça communique avec le cerveau et ça permet que le cerveau reste à une bonne température. Parce que si le cerveau chauffe, on rigole quand on dit des choses comme ça, t'as le cerveau qui chauffe, la substance grise fond. Et la substance grise, c'est ça qui fait un peu l'intelligence. Hein? Donc, quelqu'un qui respire par la bouche, à mon avis, est un peu moins intelligent que quelqu'un qui respire par le nez. Il faut faire des tests de QI pour voir ça. Ensuite, en arrière des fosses nasales, vous avez une petite cavité qui s'appelle le cavum. Et au niveau du cavum, c'est comme au niveau de la plante des pieds en réflexologie plantaire. On a tous les organes du corps qui sont représentés en arrière du cavum
et qui sont stimulés par le vent de la respiration. Donc quand on respire par le nez, surtout la nuit, quand on dort et qu'on dort la bouche fermée, qu'on respire par le nez, on stimule toute la nuit nos organes et donc on est en meilleure santé quand on respire par le nez parce qu'il y a une stimulation automatique et naturelle de tous ces organes par le vent de la respiration. C'est comme si quelqu'un nous massait les pieds toute la nuit avec tous les organes. Voilà. On ne soupçonne pas du tout. Donc vous imaginez l'importance de cette respiration nasale. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est vraiment dingue. Et alors, est-ce qu'on peut parler du rôle de la succion ? Tout ce qui est succion au sein, la tétine, les différences, enfin le pouce aussi, et l'impact que ça a sur la formation bucco-faciale. Alors, est-ce qu'on a besoin de tétine ou pas ? Je pense que les tétines devraient être éradiquées de la surface du globe. Parce que la tétine, moi j'en ai donné à ma fille. Ma fille aînée, elle y a eu droit il y a 35 ans, mais je savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Mais elle va bien, elle va bien. Elle a une déglutition atypique. Comme ça, voilà. Mais par contre, elle a pris la leçon, et ses 3 filles, oui. Elle a 3 enfants, il y en a aucune qui a une tétine, et ni même le pouce. Donc autant vous dire que je l'ai interviewée pour savoir ce qu'elle avait fait. Et elle a une théorie là-dessus qui est extraordinaire. Je vais vous en parler. Donc, pour moi, déjà, la tétine, ça devrait... Et puis, il faut être honnête. On leur met la tétine pour avoir la paix. Mais on dit que c'est un besoin vital, la succion. Enfin, moi, on m'a dit ça. Moi, je ne pense pas que ce soit un besoin vital, parce qu'on suce quand on a des tensions crâniennes. Donc, quelques séances d'ostéopathie régulières et ça devrait lâcher. C'est surtout quand l'accouchement a été traumatisant ou quand par césarienne où il n'a pas eu le massage crânien qui a lancé le MRP. Donc là, à ce moment-là, effectivement, quelques séances d'ostéopathie sont nécessaires pour relancer les circuits énergétiques et les circuits respiratoires du crâne. Hein. Donc, l'enfant, il suce son pouce parce que, avec son pouce, il va se masser le palais parce qu'il a besoin de se faire des séances d'ostéopathie tout seul. J'ai envie de dire. Hein. Et ensuite, il a besoin de sucer quand il est angoissé. Et normalement, il suce son pouce et le pouce recrée la courbe de sécurité entre le pouce, la langue, au niveau énergétique. Ça recrée une courbe de sécurité. Donc, il a besoin du pouce pour s'apaiser. Mais pourquoi il a besoin de s'apaiser? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui l'angoisse? Revenir à la cause. Le manque de sommeil. Le manque de sommeil, le stress de la mère, les parents qui travaillent. Moi, je sais que là, bon, si c'était à refaire, je le ferais pas de la même manière, ça je peux vous dire, parce que j'ai passé mes enfants, je les ai eus, je suis repartie travailler et je rentrais à 10h du soir. Mais ça, maintenant, avec le 40 ans de recul, je ferai plus jamais ça. Et si j'ai des conseils à donner à des femmes, je leur dis, mais profitez de ce moment. Donc on a la chance, quand on est salarié, d'avoir tout ça, mais quand on est en libéral, moi, en libéral, j'avais rien du tout. Je venais de créer mon cabinet. On n'a rien. Entrepreneur, on n'a rien du tout. Donc, en tout cas, moi, à mon époque, maintenant, il y a un petit peu plus maintenant. Mais moi, à mon époque, il y a 35 ans, il n'y en avait rien du tout. Moi, je venais de créer mon cabinet, j'avais des crédits, j'avais plein de trucs. Donc, c'était hors de question. Et puis, voilà. Donc, vraiment, il faut y penser à ça. Parce que ça fait de grandes frustrations, autant chez les enfants que chez la mère. Hein. On n'imagine pas, on joue les superwoman, machin truc, mais si vraiment on va chercher au fond de nous, ouais. Si on avait le choix de faire autrement. Donc le pouce, ils ont le droit, mais alors, pas la tétine. En fait, le pouce, il va nous donner une alerte, dire attention, ce bébé, il a besoin de plus de sécurité. Et moi, ma fille, ce qu'elle a fait, elle a beaucoup porté ses enfants. Elle les a jamais mis dans une poussette. Et elle les portait devant, derrière, tout le temps. L'enfant, il est né, elle l'a gardé comme les mamans kangourous. Voilà. Tout le temps. Et
Et les 3, elle a fait ça avec les 3, et il y en a aucune. Et elle me dit, c'est ça, pour moi, c'est ça, c'est le portage. Et ça a un sens avec cette idée de sécurité, etc. Donc c'est sûr, ça s'explique. Oui, mais bien. alors là, ok, il faut vraiment pas travailler. Ah ben non. Ah ben elle travaillait chez elle. Hein. Donc elle travaillait chez elle. Elle est designer. Donc elle est designer textile. Donc elle était sur son ordinateur toute la journée, le bébé dans le dos. Et voilà. Elle avait toute la journée le bébé dans le dos. Mais jusqu'à quel âge? Jusqu'à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, oui. Ah oui, il faut les faire un peu espacer, du coup, sinon on n'a pas assez de place. Oui, après, je veux dire, voilà, après il va à la crèche, il fait, voilà. Il y a une quand vie. même, on est d'accord. Oui. Mais les premiers mois, et puis même quand après le week-end, parfois elle les avait à la maison, si elle sentait qu'ils chougnaient quoi que ce soit, pop, elle les mettait dans le dos. Ouais, Et donc, de toute façon, voilà, c'est ça. C'est soit il y a des problèmes physiques, donc là, c'est l'ostéopathe qui va régler le problème, soit il y a des problèmes émotionnels. Voilà. Puis après, peut-être l'enfant, il a mal quelque part aussi. Hein, donc, il faut voir aussi tout ça dans la globalité. Et pour rester sur les enfants bébés, que dire sur la diversification alimentaire qui peut être plus ou moins précoce? Quels sont ses impacts? Et aussi, en parallèle, je pense aussi à l'idée de certaines femmes qui disent, enfin, on entend parfois qu'il faut allaiter longtemps. Donc voilà, et justement, le fait de pas avoir de matière dure dans la bouche, est-ce que ça peut avoir un impact par la suite? Oui, tout à fait. En fait, quand c'est Rudolf Steiner, qui est anthroposophe, j'ai lu ça un jour dans un livre, mais je l'ai pas retrouvé dans d'autres livres. Il a dans un livre spécifique, quand il parle des moins de 6 ans, il disait que la sortie de la première dent est le signe du début du sevrage. Donc moi, j'étais déjà, dès que j'étais sortie, j'étais sevrée. Toi, t'étais déjà à moitié sevrée, quoi. Et parce qu'en fait, ça envoie un message à l'enfant pour lui dire, tu commences à être autonome. Donc, l'allaitement maternel garde l'enfant dans le corps éthérique de la maman et le met en dépendance totale. Hein, quand on tète, on est en dépendance totale. Et là-dedans, lui dit, tu vas pouvoir commencer la diversification alimentaire, donc tu commences à t'autonomiser. Donc, c'est pas parce que la dent sort qu'on arrête complètement. J'imagine que toi, tu as commencé à, tu as pu être allaité sans avoir un traumatisme psychologique, ça j'en suis sûre. Mais disons que dès que l'enfant peut... Voilà, moi je dis l'enfant, dès qu'il commence à avoir des dents, il faut commencer la diversification alimentaire. Au début, on lui donne vraiment des purées bien lisses et tout, pour qu'il commence à s'habituer à la cuillère, à tout ça. Mais très rapidement, il faut rajouter des petits grains dedans. Et les légumes, les écraser à la fourchette pour que petit à petit, il ait cette sensation différente en bouche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la présence d'aliments qui va déclencher le réflexe de mastication. C'est pas parce qu'on a des dents que tout d'un coup on se met à mastiquer. Si vous, même avec toutes ces dents, si on continue à vous donner des purées, vous têterez vos purées. Aucun enfant ne se mettra à mastiquer spontanément. Par contre, dès qu'il y a des petits morceaux, hop, tout de suite, naturellement, hop, il va mettre en place ce mouvement de mastication. Et plus il va mastiquer, plus les mâchoires vont se développer. Et normalement, pour savoir si un enfant mastique assez, il faut qu'on regarde ses dents de lait. Il doit y avoir des espaces entre les dents de lait. Un enfant qui a toutes les dents de lait bien collées, c'est un enfant qui ne mastique pas et qui va avoir des problèmes après pour la sortie des dents. Donc tout de suite, il faut les habituer à mastiquer. Et le problème, c'est que si on les habitue pas très vite, en fait, l'enfant, après, il voudra plus de morceaux. Ouais, ça c'est intéressant. Il faut, ok. Et cette idée parce qu'en plus on a vraiment cette vision il faut avoir les dents super alignées, etc. On entend là que c'est les dents de lait, mais néanmoins on se dit toujours oui, les dents ne sont pas organisées, ça va être compliqué par la suite et tout. Et finalement c'est pas du tout ça la signification. En fait, il faut qu'elles aient des petits espaces entre les dents, parce que la largeur d'une dent définitive est beaucoup plus large qu'une dent, de lait. Donc il faut ménager de l'espace et il faut que quand la dent sorte, elle ait de la place. Voilà. Et si toutes les dents de lait sont collées les unes aux autres, en fait, elles n'ont pas de place.
Et il suffit que l'enfant se mette à mastiquer pour que tout d'un coup... Alors, il existe aussi des appareils qu'on appelle des appareils fonctionnels. Et ça, il y a des orthodontistes qui font de l'orthodontie fonctionnelle, qui reçoivent les enfants dès 3-4 ans et qui leur mettent des petits appareils pour faire grandir les mâchoires. Et en parallèle, il faut que les parents, ils se forcent à donner des choses en morceaux aux enfants. Alors au début, peut-être que les enfants vont recracher les morceaux, mais il faut insister et leur dire il n'y a pas le choix. Tout le monde mange des morceaux, tout le monde mâche, leur montrer comment il faut mâcher, mais il faut absolument que les enfants mâchent. Parce que non seulement c'est bien pour les dents, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la mastication stimule au niveau du cerveau aussi. Hein. Et il y a eu des études depuis très longtemps. C'est la fac de Clermont-Ferrand qui est un petit peu pionnière là-dedans. Ils ont démontré que les enfants qui se mettaient à mastiquer amélioraient leurs résultats scolaires et surtout que la mastication était une grande prévention de la maladie d'Alzheimer. En plus d'être la première étape de la digestion. En plus d'être la première étape de la digestion. Mastiquons tous ensemble. Voilà. Tout à fait. Alors, tu nous as dit tout à l'heure, pas de fluor dans le dentifrice des enfants. Mais peux-tu nous donner des astuces, s'il te plaît, pour nous aider à brosser, à ce que nos enfants se brossent bien les dents? Parce que c'est hyper difficile. Alors, les astuces, c'est qu'il faut commencer à leur brosser les dents dès qu'ils ont des dents. Comme ça, ils ont eu l'habitude, tous les jours, on a avec une petite brosse à dents toute molle, on fait aller hop, tchouk tchouk tchouk, un petit coup en bas, un petit coup en haut, matin et soir, donc ça devient un rituel. Au début, ils vont faire et puis après, voilà, au bout d'un moment, ça fait partie. C'est comme au début, quand on les met dans le bain, dans l'eau, ils pleurent tout ça, puis au bout d'un moment, ils s'amusent dans l'eau, ils sont contents. Et s'ils vous regardent, vous brossez les dents, ils vont vouloir faire pareil. Et donc le dentifrice, ils vont vouloir mettre du dentifrice parce qu'ils vont voir que vous mettez du dentifrice, donc faut leur mettre un tout petit peu. Juste chez les enfants, c'est une lentille, hein. Voilà. Et donc, comme ça, avec et ils vont prendre l'habitude de se brosser. Donc, leur dire le matin, tu te brosses toute seule, et puis le soir, c'est maman ou papa qui fait. Parce que le soir, c'est la nuit que les caries se font. Parce que la bouche est fermée, il y a moins de salive, il y a plus d'acidité, il n'y a pas la langue qui bouge, qui fait un auto-nettoyage. Donc, c'est la nuit que les bactéries s'en donnent à cœur joie. Alors, franchement, je partage mon expérience parce que pareil, je dois pas être la seule dans ce cas-là, mais nous, on l'a fait dès que elle avait des dents, avec les petites brossettes là, on mettait sur le doigt et puis voilà, on frottait, etc. Moi, j'ai une passion pour me laver les dents. En plus. Donc, elle me voit tout le temps me laver les dents et voilà. Mais je sais pas, c'est la torture pour elle. Vraiment, ça l'ennuie, ça l'embête, ça l'intéresse pas. Et pourtant, je lui parle, je lui explique tout. Est-ce etc. que tu lui as raconté l'histoire de la fée des dents? Non, mais je veux connaître cette histoire. En fait, il y a les petites fées qui vont chercher les dents de tous les petits enfants qui perdent leurs dents pour construire un trône d'ivoire à la reine de la fée des dents. Mais elles ne peuvent prendre que des dents qui sont bien belles et blanches. Si elles ont des caries, elles les prennent pas. Donc, il faut faire très attention à ces dents pour pouvoir avoir des dents qui sont dignes du trône de la reine de la fée des dents. Ah, ça, j'adore. Ça va forcément lui parler. Lorsqu'il y a des princesses et des reines, ça lui parle. Tant qu'il y a des princesses, voilà. Des fées, des reines. Et puis, leur faire comprendre que c'est sacré des dents. Et je vais vous dire comment c'est sacré. L'émail dentaire, c'est fait avec de l'hydroxyapatite. Donc, vous avez la dent qui est faite de dentine avec des petites canalicules, il y a un nerf dedans, mais au-dessus, sa partie qu'on voit, elle est très très dure, c'est ce qu'on appelle l'émail dentaire, et cet émail, c'est fait avec de l'hydroxyapatite. Et quand on regarde l'hydroxyapatite au microscope, on se rend compte que ça a exactement la même forme que la fleur de vie. Magnifique. Vous savez ce que c'est la fleur de vie? Oh là là, mon Dieu. Tu peux le réexpliquer comme ça pour tout le monde. La fleur de vie, c'est un symbole sacré que l'on retrouve sur les pyramides ou dans des lieux spirituels très puissants qui captent les énergies et les renvoient. Et c'est pour ça que nos dents sont nos messagères.
parce elle capte toutes nos émotions. Et quand on a une pathologie dentaire, en fait, ce sont nos dents qui nous parlent grâce à cette énergie de la fleur de vie. Donc vous imaginez à quel point ces dents sont sacrées. On a 32 fleurs de vie dans la bouche. On est béni d'une certaine façon. On est béni, voilà. On est sacré, on est béni et on est encore mieux que les pharaons réunis. Quoi. Je veux dire, on a tout en nous. On a toute cette puissance en nous. C'est magnifique. Moi, j'ai envie d'une tisane de fleurs de vie, là. Voilà, donc faut leur faire regarder leurs dents, regarde comme elles sont belles, elles brillent, on va en prendre soin. Ah ben non, mange pas ce bonbon, il va t'abîmer tes pauvres petites dents, regarde, prends soin d'elles. Et puis voilà, puis leur dire que la dent, c'est leur puissance. On va changer, on va passer à une autre étape d'âge, donc au-dessus de 6 ans. Donc ça sera, voilà, pour le coup, la fin de la petite enfance et l'entrée en préadolescence. Et qu'est-ce qu'il faut surveiller justement à l'entrée des dents définitives? Est-ce qu'il y a des petits points de vigilance? Alors, oui, c'est un peu les mêmes points de vigilance que tout le temps, j'ai envie de dire, hein, mais déjà, les enfants, il faut déjà des 3-4 ans qui commencent à faire un contrôle chez le dentiste. Maintenant, il existe des pédodontistes, des dentistes qui sont spécialisés pour les enfants. Alors, il n'y en a pas partout dans toute la France, mais au moins dans les grandes villes, il y en a. Et je trouve que ça vaut le coup d'aller chez des dentistes comme ça parce que tout l'environnement est fait pour les enfants. Donc, ça devient un peu un jeu et ça... Il y a les petites portes avec la petite souris, non? Il y a pas oui, ça. voilà, oui. Et donc, c'est important qu'ils viennent en confiance et avec plaisir chez le dentiste parce que très souvent, il y a des personnes qui arrivent à des drames dentaires parce qu'ils ont tellement peur qu'ils reculent, ils ne vont chez le dentiste que lorsqu'ils ont mal et c'est ça le problème. Parce que quand on a mal, c'est déjà trop tard, on est obligé de dévitaliser, de mettre des couronnes, après la dent se casse, puis on arrache, puis on met des implants, enfin voilà. C'est le début de la fin et c'est un peu triste. Alors que si on agit en prévention, et si la personne, elle vient vraiment avec plaisir, voilà, tous les 6 mois faire un contrôle dentaire, voilà, on a déjà le boulevard vers la santé bucco-dentaire, ça commence par là. Hein, voilà. Bien sûr. La peur du dentiste est vraiment un facteur très négatif pour la santé bucco-dentaire. Absolument, et pour le coup, tous les âges. Et moi, j'ai plein d'exemples de gens qui ont 50, 60 ans et pour lesquels c'est... Moi, je sais que j'ai jamais connu ça, j'arrive même pas à l'envisager, mais c'est vraiment quelque chose de terrorisant pour certaines personnes. Bah oui, parce qu'il y a 40 ans ou 50 ans, on ne soignait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Hein, oui, donc, les arracheurs de dents. Déjà rien que ça, c'est... Voilà. Et quels signes peuvent indiquer un déséquilibre dans la mâchoire ou une mauvaise occlusion à cet âge-là? Alors, en fait, c'est... justement, c'est ces enfants qui ont eu des tétines pendant longtemps. Quand ils ferment la bouche, les dents du haut ne se touchent pas avec les dents du bas. Il y a que les canines qui touchent. Parce qu'en fait, la tétine, elle s'est mise là au milieu, au niveau des incisives, donc ça fait des béances. Et ça touche qu'au niveau des canines. Et comme quand on tète la tétine, la langue est en bas et elle va sur les côtés. Donc elle s'interfère aussi entre les molaires et les prémolaires. Et l'enfant ne ferme que sur ses canines. Donc pour pouvoir mastiquer, il va glisser la mâchoire comme ça. Et il va se mettre un peu de travers. Et comme il est en pleine croissance, ça va créer des scolioses et ça va créer des problèmes de bassin, des problèmes de pied, tout ça. Et après, en fin de croissance, si ça n'a pas été rétabli au niveau dentaire, eh bien, l'enfant a une scoliose qui sera irréversible. Et on parlait tout à l'heure des problématiques liées à la mauvaise respiration, etc. Et en fait, on pensait aussi, en discutant, parce que souvent on dit, voilà, les enfants à cet âge-là, ça commence à se détecter tout ce qui est un peu trouble de l'attention, etc. Donc on pense, ça peut être du TDAH ou autre, ou peut être des choses moins entre guillemets pathologiques. Mais est-ce que on peut aussi juste déjà aller vers cette
vers cette réponse-là qui serait peut-être une mauvaise respiration et un impact au niveau... Mais complètement, oui. Complètement. Moi, je pense que ce serait la première chose dont il faudrait s'occuper. Ouais. Parce que et là, il y a des appareils fonctionnels qui ressemblent un petit peu à des tétines, justement, mais au lieu d'avoir quelque chose qui rentre dans la bouche et qui va se poser sur la langue, c'est quelque chose qui recouvre les mâchoires pour créer une expansion et un bon alignement entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Donc, ce sont des appareils fonctionnels, on appelle ça des activateurs ou des équilibreurs. C'est en une espèce de caoutchouc. Il y a différentes formes, différentes tailles, différentes duretés. Et donc, une fois qu'on a fait un diagnostic, on choisit le petit appareil qui va convenir le mieux et l'enfant le porte un peu comme une tétine, voilà. Il doit dormir avec. Et ça, c'est l'orthodontiste qui donne ça ? C'est l'orthodontiste qui peut... C'est l'orthodontiste fonctionnel. Voilà. Ouais, les orthodontistes qui prennent les enfants à partir de 3-4 ans, ils peuvent vous proposer ce genre d'appareil. Ouais, donc avant de penser à une médication, peut-être déjà voir s'il n'y a pas un... mais c'est évident. On n'en parle jamais de ça. Mais les pédiatres sont au courant de ça. Après, c'est le problème de je ne pense pas que les pédiatres soient au courant parce que il y a beaucoup de pédiatres qui vont vous dire « Oh, il a une petite scoliose, ce n'est pas grave. » Oui. Une petite scoliose, ce n'est pas grave. C'est la phrase, moi, que j'ai entendue. Donc, déjà, là, ça doit connecter, dire scoliose, oui, ça peut être grave, hein, mais scoliose, pourquoi un enfant qui a l'air d'aller bien, pourquoi il a une scoliose? Qu'est-ce qui peut provoquer cette scoliose? Et très souvent, c'est parce qu'il a la bouche de travers. Donc, quand il a une bouche comme ça, il a une épaule en avant, et puis le bassin se met de travers, et la colonne vertébrale, elle se met en vrille. Et comme il est encore un petit peu caoutchouteux, il essaye de se mettre un peu comme ça. Si vous voyez que l'enfant est pas droit, regardez sa bouche, amenez-le chez un orthodontiste fonctionnel, et tout de suite, remettez ça en place. Donc, avec une gouttière portée la nuit, ou autre technique que l'orthodontiste fonctionnel peut-être vous trouvera plus adaptée à la pathologie de l'enfant, avec un suivi en ostéopathie, en posturologie, en fonction du cas peut-être avec des semelles ou des choses comme ça, on peut rétablir tout ça avant la fin de la croissance. Et c'est ça qui est idéal, c'est de faire tout ça avant la fin de la croissance pour pas que les pathologies se fixent et que la personne, elle devienne polytraumatisée avec des douleurs toute la vie. Vous avez des personnes qui passent leur vie avec des douleurs de dos, des douleurs de cervicales, des torticolis chroniques. Et très souvent, ça vient de la bouche. Voilà. Ou à moins qu'il y ait eu un traumatisme dans la naissance ou une chute qui ait fait des problèmes. Mais si vraiment il n'y a pas eu de choses particulières, regardez les dents. Et très souvent, le pouce ou la tétine sont à l'origine de cette malocclusion dentaire, de cette déviation de la mâchoire. Et c'est la même chose pour les doudous, j'imagine, les doudous qu'on met à la bouche, etc. Oui. Parce que c'est quand même plus mou, mais... Ça peut aussi participer... Ça peut aussi... tout ce qui... En fait, il faut vérifier que tout ça, ça s'emboîte bien. Et tout ce qui est mis dans la bouche peut interférer la position de la langue, la position des lèvres... Parce que les lèvres, elles doivent avoir une certaine tonicité, la langue, elle doit être bien à sa place pour permettre aux dents de venir se mettre correctement et aux mâchoires de se développer correctement. Dès qu'il y a quelque chose qui s'interpose de manière régulière et chronique, ça a un impact. Imaginez, vous mettez une pression sur un bras comme ça pendant 10 ans, votre bras, il ne sera pas comme d'habitude. Hein. Et dans la bouche, c'est pareil. Et alors, pourquoi dans les écoles, c'est pas obligatoire de se brosser les dents? Il y a certaines écoles qui ont mis ça en place après le repas de midi. Mais c'est pareil. Là, moi, ma petite fille, elle a fait ça, mais il leur donne du dentifrice au fluor. Donc, je suis pas contente. Parce que chez elle, elle a pas de dentifrice au fluor. Donc... c'est déjà une bonne initiative. Mais ça, après, ça peut être des initiatives
de parents qui disent, écoutez, ce serait bien que nos enfants aient l'habitude de se brosser les dents après le repas de midi. Ceci dit, s'ils se brossent très bien le matin et très bien le soir, qu'ils ont une alimentation équilibrée, que vous leur mettez des fruits, des noisettes, des choses comme ça pendant leur goûter, eh bien, qu'ils vivent pas dans le stress, il y a de fortes chances pour qu'ils n'aient pas besoin de se brosser les dents à midi. Alors passons à la prochaine étape de vie, plus vers l'adolescence, donc plutôt 13-18 ans. L'orthodontie d'ailleurs, c'est souvent perçu comme un acte esthétique. En quoi est-ce que c'est plutôt et surtout un acte de santé? Et est-ce qu'on peut éviter les appareils lourds si on agit vraiment en amont? Oui, bien sûr, si on agit en amont, bien sûr si on rééduque la respiration nasale, si on rééduque la position de la langue, si on apprend aux enfants à mastiquer, normalement, ils n'ont aucune raison d'avoir besoin d'orthodontie. Ah oui, à ce point-là, c'est vraiment... Ah bah oui, oui. Donc les mâchoires trop petites, moi on m'avait dit que j'avais une mâchoire trop petite, j'avais un espèce de truc de torture, on mettait des bagues et j'avais un truc comme ça qui ressortait avec un élastique là, la nuit, c'était horrible, je souffrais le martyre. Je sais. Mon Dieu. Plus le fluor, non mais moi je suis à jeter à la poubelle. Heureusement que tout n'est pas irréversible. C'est ça. Nous avons des pouvoirs extraordinaires grâce à nos fleurs de vie. Mais en tout cas, voilà, on peut l'éviter. On peut éviter. Ah ben oui. D'ailleurs, dans un de mes livres, dans Vos dents vous parlent, je crois, il y a la liste, ou même dans Nature Biodentale, dans le blog de Nature Biodentale, il y a la liste de tous les conseils à mettre en place pour éviter l'orthodontie. On le mettra en description pour les auditeurs et les Ouais, je pense que c'est d'utilité publique. Ah ben complètement. Oui. Voilà. Et effectivement, à l'adolescence, ça peut être le début voilà, on a fait attention à l'hygiène de vie de nos enfants et en quelques mois, ils détruisent tout. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, donc il y a le tabac, il y a le cannabis, il y a l'alcool, il y a les piercings. Voilà, déjà rien que ça. Les piercings dans la langue, dans les gencives, dans les lèvres, tout ça, ça esquinte les gencives. Les gencives. Souvent, c'est des métaux, c'est fait avec des métaux qui font des électrogalvanismes en bouche, c'est-à-dire des champs électriques en bouche qui perturbent l'écologie et le microbiote buccal. Donc, voilà, ça fait des inflammations de gencives. Comme toutes les petites strass de dents aussi, là, je pense qu'aussi, tu dois avoir un... Non, ça va, c'est moins pire. Oui, c'est moins pire, mais il faut être attentif. Une trace, quoi, c'est tout. Après, oui, quand tu voilà. l'enlèves. Mais... Après, c'est là l'endroit où on colle. Il faut être sûr que ça abîme pas les mailles en dessous. Mais enfin bon, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Voilà. Et justement, à la période de l'adolescence, il y a quelque chose qui est assez bouleversant et qui est impactant, en particulier pour les femmes, mais aussi pour les hommes, c'est tout ce qui tourne autour des hormones. Est-ce que les montées hormonales, les changements hormonaux ont un impact aussi sur Oui, bien sur les sûr, dents mais ils n'ont un impact que sur les zones de faiblesse. C'est-à-dire que si l'hygiène dentaire est parfaite, c'est très rare qu'il y ait des impacts. Ou alors tellement peu que ça passe tout de suite, quoi. Mais par contre, s'il y a beaucoup de plaques, s'il y a beaucoup de plaques bactériennes, s'il y a beaucoup de tartre, eh bien, en fait, ça va faire des zones de fragilité. Et au niveau hormonal, il y a vraiment un lien entre la gencive et la paroi utérine. Il y a des femmes, par exemple, qui saignent des gencives quand elles ont leurs règles. Et puis, pendant la grossesse aussi, pendant la grossesse, on a beaucoup de femmes enceintes qui saignent des gencives. Puis des dents qui tombent aussi, je crois. J'avais entendu ça, ou qui se déchaussent. Ou... oui, à cause de... C'est les personnes, justement, qui ont déjà une maladie parodontale, eh bien, le déséquilibre hormonal de la grossesse ou de la ménopause ou de la puberté vont aggraver des choses. Alors, à la puberté, on a ce qu'on appelle des parodontites aiguës juvéniles, justement chez des jeunes filles qui ont déjà une mauvaise hygiène dentaire. Et là, en fait,
l'os autour de la dent va se détruire très vite. Et c'est comme ça qu'on peut perdre très jeune des dents. Et après, donc effectivement, la grossesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une maladie parodontale, il y a 7% de plus de risque d'avoir un accouchement prématuré. Donc, c'est quand même énorme. C'est un bon chiffre, oui. Ouais, c'est énorme. 7% en plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de ses gencives avant la grossesse. Parce que une fois qu'on est enceinte, il y a déjà des changements hormonaux qui se mettent en place et c'est toujours plus difficile d'arrêter une hémorragie, d'arrêter un saignement de gencive, de demander au corps du potentiel pour venir cicatriser les gencives. C'est vrai qu'on devrait mettre dans la tête des femmes, si vous voulez avoir un enfant, eh ben, il faut vous préparer avant. Hein. Moi, je prends souvent la métaphore du lit. Il vaut mieux changer les draps avant de se coucher que quand on est couché. C'est pas au moment où on est enceinte qu'on commence à faire des détox, des drainages, des trucs comme ça. C'est pas possible. Parfaite métaphore. Pour le coup. C'est une très belle métaphore. Donc, il faut 1 an avant, voilà, elle dit, bon, j'ai envie d'être enceinte, pendant 1 an, allez, on prend soin de soi, on se reminéralise, on fait le plein de vitamine D, on transforme son hygiène de vie, et puis après, le bébé, il va arriver, ça va être génial, quoi. Ouais, c'est un changement sociologique global. Complètement. Et là, en général, c'est l'inverse qu'on se dit quand on est une jeune femme et qu'on va avoir un bébé. On se dit, je vais travailler un maximum, comme ça, je vais pouvoir atteindre les strates que je veux et les objectifs, les ambitions que j'ai pour ensuite pouvoir être à l'aise de faire un bébé. Ouais. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Voilà. Mais en tout cas, voilà, même en dehors du travail, c'est au niveau métabolique qu'on doit vraiment faire attention. Parce que en fait, après, l'enfant, il sera en meilleure santé. Donc, c'est tout bénef. Tout à fait. Pour l'enfant, puis pour l'harmonie de la famille. Si vous avez un enfant qui est toujours malade, c'est pas cool non plus. On a beaucoup parlé des aliments qu'il faut pas manger. Puis il faut pas fumer, etc., cannabis, bon voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir correctement ses dents? Alors, on a parlé de la mastication, tout ça, mais la aussi mastication, l'hygiène dentaire. Il faut vraiment les dents. Systématiquement que tout le monde ait l'habitude de se brosser les dents au moins matin et soir et de se les brosser correctement. Donc, prendre un cours de brossage dentaire. Il ne faut pas croire que c'est inné. Donc, il existe quelque chose. Bon, déjà, vous pouvez demander à votre dentiste ou à son assistante, qui sera encore plus compétente pour ça, lui demander de comment on se brosse les dents. Donc déjà, on va vous montrer. Ensuite, il existe un petit produit qui s'appelle le révélateur de plaques. Donc vous mettez 2-3 gouttes sur la langue, vous passez comme ça sur les dents, et ça va colorer en rose ou en violet toute la plaque bactérienne qui reste encore sur les dents. Et donc ça vous permet de brosser en regardant dans le miroir pour être sûr d'avoir tout enlevé. Donc ça, génial, J'avais vu ça. C'est très pédagogique. Alors, il ne faut pas le faire tout le temps. On peut le faire chez les enfants, au début, oui, bien sûr. Ah, mais c'est génial. Bien sûr, vous faites ça. Et puis après, vous dites, oh, regarde tout ce que t'as. Et puis, on peut, avec le doigt, on peut gratter, leur montrer que ça s'enlève. Et après, allez, on va le faire avec la brosse à dents et c'est encore mieux. On a tellement de hacks dans cet échange, c'est génial. Et en termes d'aliments, donc j'imagine, c'est ce que tu as dit, un maximum de minéraux, de vitamines. Voilà, puis des aliments qui se mastiquent. Ça, c'est un peu un mal du siècle, ça mine de rien. Bah oui, mais les bien smoothies, sûr, les purées, les compotes. Voilà, les pains de mie, les viandes hachées. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Pour le coup, nos grands-parents avaient pas cette problématique. Non. Moi, mon grand-père, qui a plus de 90 ans, il a toutes ses dents, il n'a pas une qui manque, on sait bien pourquoi. Bah oui. J'ai oublié de dire un truc aussi chez les ados. Ce sont les sodas. Absolument. Les sodas qui créent des érosions et des abrasions. Et ça, c'est terrible parce que souvent, c'est quand ils mangent. Alors, il y a 2 choses. Il y a les sodas chez les ados et le jus de citron chez les bio. Chez les naturopathes. Parce qu'en fait, ça fait fondre l'émail dentaire. Donc, le jus de citron le matin au réveil. Et puis après, mais je me brosse les dents après. C'est encore pire parce que, en fait, là-dedans, l'hydroxyapatite, c'est des fibres de collagène comme ça avec plein de minéraux qui se mettent dessus. Quand on met de l'acide dessus, le jus de citron ou les sodas,
les minéraux s'en vont, puis il reste les petites fibres de collagène. Et si on met un coup de brosse à dents, on casse les fibres de collagène, si bien qu'après, les minéraux, ils ont plus de matière pour venir se remettre dessus. Bon, ce que je vous ai montré là, c'est du micron, hein, mais n'empêche, jour après jour. Et moi, j'ai vu des patients qui n'avaient plus du tout d'émail et qui ne pouvaient plus manger, et on a été obligé de leur couronner les 32 dents. Et qui prenaient pas mal de soda, etc. Soda et surtout citron, le jus de citron le matin au réveil. Voilà. Et ensuite. Et si on le prend avec une paille, ça va? Alors, il faut le prendre avec une paille. Tout de suite, se rincer la bouche à l'eau claire plusieurs fois pour enlever complètement l'acidité du citron. Et surtout, ne pas se brosser avant au moins une demi-heure. Et l'idéal, c'est de se brosser avant de boire le jus de citron. Parce que la bouche, quand elle est propre, elle n'est pas en phase de déminéralisation. Donc, elle a tout son potentiel de minéralisation qui va pouvoir très vite contrecarrer l'acidité du citron. Mais si on boit du citron avec la bouche pleine de plaques bactériennes, on est déjà dans une phase de déminéralisation dentaire, donc ça vient en rajouter une couche. Donc, toujours les dents propres. Le citron, on le boit à la paille, on se rince la bouche et si on doit se rebrosser les dents après, mais du coup on n'a plus besoin, il faut une demi-heure au moins pour que la salive elle arrive à reprendre le dessus et remettre des minéraux sur les dents. Et quand il y a une chose, c'est comme un peu les sodas, c'est que par exemple si vous mettez du citron dans la sauce salade ou si vous mangez des choses très citronnées, comme vous êtes en train de mastiquer, eh bien, en fait, tout le dessus des dents, ça brase à cause du citron. Donc, le citron déminéralise, hein, ça enlève ça. Et puis, comme vous êtes en train de mastiquer, bah, vous cassez toutes les fibres de collagène. Et micron par micron, jour après jour, on se retrouve avec des dents complètement abrasées. Et vous allez voir le dentiste qui vous dit « Oh, vous faites du bruxisme !» Et oui. Ben non, on fait pas de bruxisme, mais on mange de la sauce salade avec du citron. Et les sodas, c'est pareil, parce que comme ils boivent un coup de soda, ils mangent leur hamburger, ils mastiquent, ils mangent, et ben pareil, le soda, ça déminéralise les dents, et après, quand on mange, et ben ça casse les petites fibres de collagène. On va passer à une autre étape d'âge, et donc dans ce cas-là, là, on va être sur les hommes et femmes actifs entre 20 et 45 ans, dirons-nous, et donc où on a cette question de voilà, il faut performer, il faut pouvoir construire toute notre vie, on est à la recherche de toujours plus parfois, même si dans ce podcast, vous l'aurez bien compris, on cherche à rééquilibrer tout ça, mais en tout cas, c'est la réalité souvent. Et même si on en a un petit peu parlé par-ci par-là depuis le début de notre échange, en quoi la santé dentaire, elle peut impacter directement la performance physique et cognitive? Alors, bah ça c'est large, hein. C'est très large. Peut-être on peut se focaliser sur la partie cognitive parce qu'on a déjà parlé pas mal sur le physique. De toute façon, il y a 4 grandes pathologies qui peuvent impacter la santé. D'abord, c'est les dents dévitalisées infectées. Parce que toutes les dents dévitalisées ne sont pas infectées, mais 95% sont infectées. On va être gentil. 95% sont infectés. Donc ça veut dire que vous avez une dent qui est dévitalisée avec une couronne et les bactéries qui sont dans les racines, eh ben, elles ne peuvent que passer dans la circulation et elles vont se balader dans le corps et elles vont se mettre un peu partout. Ça, j'en ai parlé, hein, le cœur, le cerveau, la prostate, tout ça. Voilà. Bon. La maladie de gencive, deuxième pathologie, la maladie de gencive, c'est pareil. Les bactéries, elles se mettent entre la gencive et la dent, ça crée ce qu'on appelle une poche parodontale, ça modifie complètement l'écologie du microbiote buccal, et comme ça fait de l'inflammation, toutes les toxines passent dans le corps, et ça fait exactement les mêmes problèmes que les dents dévitalisées. Troisième chose, ce sont les métaux qui sont en bouche, avec lesquels les dentistes vous ont réparé les dents. Alors maintenant, on fait de moins en moins de métal, mais n'empêche qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des métaux en bouche, hein, des amalgames contenant du mercure, des couronnes contenant du nickel, des implants contenant des implants, du titane, pardon, des appareils amovibles qui contiennent du cobalt ou du chrome, enfin voilà. Ça fait quand même pas mal de choses qui souvent sont mélangées et qui font un petit cocktail, oui. Explosif.
Donc ça crée en bouche un électrogalvanisme, parce que la salive est un milieu conducteur. Donc quand il y a un métal, et puis nos cellules, elles ont des échanges électriques. Hein. Donc la membrane cellulaire, elle a une différence de potentiel de 6 microampères, 60 millivolts. Donc supposez que nos cellules, tout d'un coup, elles se retrouvent dans un champ électromagnétique qui a 75 microampères et 250 millivolts. La cellule, elle va friser, d'accord? Et donc les échanges cellulaires qui doivent se faire de manière physiologique, ils vont plus pouvoir se faire parce que là, tout d'un coup, la cellule, elle va se retrouver soumise à un champ électromagnétique qui l'empêche de fonctionner normalement. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce champ électromagnétique, il crée un électrogalvanisme. C'est-à-dire que tous les métaux qui sont dans la dent vont venir par corrosion sortir de la dent et passer dans la salive. Et puis on va les avaler, et puis après ils vont aller se balader dans le cerveau parce qu'ils adorent les graisses. Donc chez les personnes obèses par exemple, ça se met aussi, ça fait des inflammations des adipocytes. Donc après les personnes, elles n'arrivent plus à maigrir malgré tous les régimes de la Terre. Et puis surtout, c'est que ça se met sur les cellules nerveuses. Ça peut provoquer des tremblements essentiels, ça peut provoquer des scléroses en plaques, ça peut provoquer des maladies d'Alzheimer, des démences, enfin voilà. Après, c'est non-stop. Dès qu'on se trouve confronté à des pollutions aux métaux lourds, ça peut venir des dents. Ça ne vient pas que des dents, parce que il y a énormément de métaux lourds dans tous les pesticides qu'on mange dans notre alimentation. Donc, faut pas tout mettre non plus sur le dos des dents. Mais quand il y a un électrogalvanisme buccal, il vaut mieux essayer d'enlever ces métaux, quoi. Mais parfois, on ne peut pas les enlever parce que le mieux étant l'ennemi du bien, on peut se retrouver après avec des dents qui faisaient mal alors qu'elles ne faisaient pas mal. On peut se retrouver avec des matériaux qui ont des perturbateurs endocriniens. Alors, est-ce que c'est mieux que le mercure? Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours... On va vraiment évaluer, est-ce qu'il faut les enlever ou pas? On évalue l'état de santé, on regarde les dents sur lesquelles il y a ces électrogalvanismes, on a des tableaux de réflexologie dentaire pour faire le lien avec les différents organes. Donc si on voit qu'il y a un lien évident, on prend le risque d'enlever ces métaux. Si on n'est pas sûr, on s'abstient et on surveille. J'avais une question qui est un pas de côté aussi. Désolée, mais comme tu en as parlé là, est-ce qu'il y a une symbolique des dents par dent? Je sais pas, par exemple, si on a telle dent, la canine droite qui a une maladie, je sais pas, une carie, j'en sais rien, bref. Est-ce que il y a effectivement une symbolique? Oui, alors il y a une réflexologie parce que ça peut être aussi un organe qui est affaibli, qui peut affaiblir la dent, comme la dent abîmée peut affaiblir l'organe, ça peut aller dans les deux sens. Mais il y a aussi, grâce à sa présence de cette fleur de vie, des émotions qui sont associées à chacune des dents. Et en fait, ces émotions, elles correspondent à l'âge à laquelle sortent les dents. C'est-à-dire à l'âge à laquelle les dents sortent, il y a des phases émotionnelles de prise de conscience de la psychologie de l'enfant. Et donc, on retrouve, la dent garde la mémoire de cette évolution psychologique de l'enfant. Et elle vient parler, quand il y a une pathologie sur la dent, elle vient parler de quelque chose d'une émotion, d'une maturation psychologique qui s'est mis en place au moment où la dent est sortie dans la bouche, quoi. Dent de lait comme dent définitive. Dent de lait comme dent définitive, oui, oui. Oh là là, mais c'est incroyable ce sujet, j'ai envie de faire 10 épisodes avec vous. Je voulais juste me permettre de faire un petit retour en arrière, parce que tu disais qu'il y avait 4 problématiques, 4 pathologies. Oui, et la quatrième, c'est l'occlusion dentaire. La manière dont les dents du haut vont s'emboîter avec les dents du bas, qui ont un impact sur tout l'équilibre postural jusqu'à la plante des pieds. Vous avez des pieds qui se déforment parce que la bouche n'est pas droite. Hein? Donc, il y a On peut avoir l'inverse aussi? Des pieds qui sont pas bien formés, oui, qui peuvent avoir un impact. Ça peut. Oui, c'est moins fréquent, mais c'est possible. C'est possible. Ouais. Donc ça fait rire certains dentistes. S'il y en a qui m'écoutent, il y en a certains qui doivent être morts de rire. Mais n'empêche que c'est la vérité. Quand on regarde,
Quand on regarde pas, bien sûr, on peut rire. C'est empirique. Mais si on regarde et qu'on observe et qu'on voit les patients et qu'on voit qu'on redresse la bouche et puis que tout d'un coup les patients vous disent, vous savez, hein, mon valgus là de mon pied, c'est mon pied redevenu droit. Je pensais à ça. Mes orteils sont redevenus droits depuis qu'on équilibre l'occlusion. Ah bah voilà, il faut le vivre pour se poser la question. Et quand on le vit 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, moi ça fait 40 ans que je fais ça. Hein. Donc c'est pas la première fois. J'ai pas vu qu'une seule fois des pieds se redresser. Hein. Et quelles sont les maladies dentaires, bucco-dentaires les plus fréquentes chez les 20-45 ans? Ben c'est ça, c'est la maladie de gencive, c'est le déséquilibre de l'occlusion qui s'est adapté, que la personne a ignoré parce qu'elle avait aucun signe collatéraux, mais avec la vie active, le stress, les enfants, les challenges de la vie, tout d'un coup, le corps, il n'arrive plus à compenser. On fait moins de sport, et puis il y a l'âge qui s'installe, et tout d'un coup, il y a des douleurs qui apparaissent. Et puis, avec un peu de chance, ils vont voir un ostéo qui va leur dire ça vient de votre bouche. Ils vont voir un dentiste qui est spécialisé en occlusion et qui va leur dire oui, effectivement, vous avez une déviation de la mâchoire, vous avez la mâchoire du bas qui est trop en arrière ou trop en avant, ou vous avez la langue qui est mal positionnée, la langue elle tire sur les cervicales et mais qui vont dire mais j'ai toujours été comme ça, pourquoi c'est aujourd'hui? Bah oui, mais parce que vous avez accumulé plein de choses et là il y a une goutte qui a fait déborder le vase. Et ce que vous avez supporté pendant 30 ans, maintenant c'est fini, vous ne le supportez plus. Et parfois, il suffit de mettre une gouttière, quelques séances d'ostéopathie, et en 6 mois, la personne, elle n'a plus de douleur. Hein. On parlait tout à l'heure de l'impact potentiel des hormones, etc. On a parlé de la grossesse. Est-ce que les contraceptifs, donc souvent contraceptifs hormonaux, est-ce qu'il y a des observations, des études qui ont montré aussi que ça avait bien un impact? Je connais pas. Ok. Parce qu'il y a tellement déjà d'effets, donc peut-être il aurait pu aussi avoir mais les médicaments, quand même. Il y a beaucoup de médicaments qui ont un impact sur les gencives. Hein. Et puis les diabétiques aussi. Hein. Le diabète mal équilibré, il y a beaucoup d'inflammation de gencives. Et tant qu'on ne... en fait, là, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le diabète inflamme les gencives. Et pour peu qu'il y ait du tartre et de la plaque bactérienne, en fait, ça empêche les diabètes de se stabiliser. Et souvent, il suffit de faire un soin de gencive pour que enfin on arrive à stabiliser un diabète. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme les médecins ne savent pas ce qui se passe dans la bouche, ils vont donner un médicament, puis 2 médicaments, puis 3 médicaments pour essayer de stabiliser le diabète, alors qu'il suffirait de faire un traitement parodontal pour que les choses se stabilisent toutes seules. Et avoir un médicament au lieu d'en avoir 3. Vive le décloisonnement, s'il vous plaît. Mais c'est pour ça que moi j'ai une formation pour les médecins. Bien sûr. Et au départ, je l'ai faite pour les médecins, cette formation. Mais en fait, il y a que les naturopathes qui s'inscrivent. Donc on fait un appel aux médecins qui nous écoutent. Les médecins, venez vous former aux dents. Mais ça serait une aide incroyable. Je crois qu'il y a tellement de choses qui viennent des dents. Si vraiment les médecins avaient cette connaissance, mais ils pourraient vraiment aider vraiment leurs patients. Ça éviterait des récidives et puis ça éviterait le nomadisme médical. Parce qu'il y a combien de patients qui vont de médecin en médecin parce que les médecins ne comprennent pas ce qu'ils ont. Parce que quand ça vient des dents, parfois ça fait des symptômes bizarres. Et puis les patients, ça fait tellement longtemps qu'ils souffrent, qu'ils deviennent, on les prend pour des psys. Mais même ça, parce qu'ils savent plus comment expliquer ce qu'ils ressentent. Mais moi, je les vois arriver dans mon cabinet parce que, bien sûr, ils ont vu 10 médecins qui leur ont dit prenez un antidépresseur. À la fin, ils en ont marre, ils vont voir Dr Google. Et sur Dr Google, ils me voient faire une conférence sur les dents. Et ils se disent ah mais oui, peut-être les dents, en effet, j'ai plein de problèmes dentaires. Et je les vois arriver comme ça. Et on remet toute la bouche en état. Et leurs problèmes de santé s'apaisent. La santé mentale, la dépression, ça peut avoir un lien direct? Ah bien sûr, quelqu'un qui a un problème d'occlusion, je peux vous dire que au niveau mental, il devient fou, quoi.
C'est fou, hein. C'est fou. Il faut tout repenser, il faut tout revoir, tout remettre à plat comme ça. Alors moi, je suis dentiste, donc je vais tout vous dire que vient des dents, mais c'est pas vrai. On est une équipe pluridisciplinaire, mais c'est une écarte piste. trop souvent. C'est une piste que non seulement on l'écarte même pas, on n'y pense même pas. C'est qu'on ne la connaît pas. Vous voyez, pendant le Covid, un jour, j'écoute le professeur Raoul parler et qui dit oui, on comprend pas. On a des personnes en réanimation, on a fait des analyses, ils sont bourrés de Prévotella. Et là, moi, ça m'a fait, mais Prévotella, les gencives. En fait, c'était des patients qui ne rentraient pas du tout dans le cadre de facteurs de risque, c'est-à-dire les diabétiques, les cardiovasculaires, les gens avec des grosses pathologies. C'est des gens qui avaient l'air en parfaite santé et qui se retrouvaient en réanimation. Et ils comprenaient pas quel était le facteur de risque, pourquoi ces gens, mais ils avaient remarqué qu'ils étaient envahis par le Prévotella. Donc ça, c'est dans le microbiote. C'est dans le microbiote buccal. Et là, moi, tout de suite, j'ai dit, mais oui. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui avaient une grosse maladie parodontale étaient des facteurs de risque pour les Covid longs et pour les réanimations et tout ça. Parce que moi, j'ai vu des patients en Covid long, et ils avaient une maladie parodontale dramatique, en dernier stade. C'est passionnant. Et on enlève l'inflammation au niveau de la bouche et ils vont mieux. Alors, j'ai pas tout résolu avec mon traitement de gencive, mais avec leur médecin, avec de la médecine fonctionnelle, avec de l'homéopathie, avec de l'acupuncture, avec une remise en hygiène de vie, on a réussi à les remettre. Alors que tout ce petit monde qui travaillait sans le dentiste n'arrivait pas au résultat auquel on est arrivé quand ils se sont mis à nettoyer les gencives. Vous voyez ? Parce que c'est un tel facteur bactérien en bouche qu'on n'imagine pas. Hein, des fois, on se dit... moi, plus je suis là-dedans, je me dis, mais des fois, je sais même pas qui je vais embrasser. C'est ça. Plus de bisous maintenant. Plus de bisous. J'avoue, on n'en a pas parlé, on n'a même pas posé la question. Surtout que c'est contagieux. Les bactéries de la maladie parodontale peuvent venir se balader par la salive et venir contaminer des foyers. Si vous avez un petit peu d'inflammation, voilà. Oh. Quand j'étais ado, alors on passait au collège, lycée, on disait que la bouche avait plus de bactéries que les toilettes. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais bien sûr que c'est vrai. Pas de bisous avec la langue. Surtout s'il y a une maladie parodontale. Voilà. Voilà. Donc, lavez-vous bien les dents, allez chez votre dentiste. Voilà, si vous voulez avoir un amoureux ou une amoureuse. Et ça peut aider pour les ados aussi. Oui, hein. Tout à fait. Parce que s'ils n'ont pas de belles dents, ils ne vont plus se faire embrasser. Oui, complètement. Bon, passons à la prochaine étape, 45 et plus. La ménopause, l'andropause. Ouais. Quel est l'impact avec la santé gencive? Parce que c'est hormonal et là, ça flambe au niveau des gencives. Si, il y a bien sûr déjà des pathologies. Oui, il faut qu'il y ait déjà quelque chose en fait. S'il y a une porte d'entrée, ça flambe. S'il n'y a pas de porte d'entrée, donc faut faire attention à la vitamine D, tout ça, parce qu'on peut avoir de belles gencives, mais l'os qui se rétracte en dessous, parce qu'il y a un petit début d'ostéoporose ou de déminéralisation, même si ça met pas les dents en péril. Avec l'âge, on a toujours un peu d'os qui se rétracte, donc il faut être vigilant, faut surveiller. Voilà, c'est des périodes où il faut vraiment, faut pas rester 4 ans sans aller voir son dentiste, quoi. Et donc, on peut dire que, dans une certaine mesure, la santé buccale, c'est aussi un levier de prévention contre le vieillissement. Bien sûr, on lutte pas contre le vieillissement. Mais en tout cas, ça freine le vieillissement. Ah, mais complètement. Quand on a de bonnes dents, on vit mieux, donc on mange mieux. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui choisissent leurs aliments en fonction de leur bouche, ce qu'ils peuvent mastiquer ou s'ils ont mal ou... Vous voyez, les personnes qui ont des appareils, qui ont mal quand ils mastiquent sur leurs appareils et tout ça, ils vont vous dire « Oh non, j'aime pas la viande, je suis végétarien. » Mais en fait, c'est parce qu'ils peuvent plus manger de viande. Ça leur fait trop mal. Ils peuvent plus mastiquer. C'est trop triste. Donc mais vraiment, oui, c'est triste. c'est triste. L'impasse sur ça parce que c'est trop dommage de faire. Oui. Si vous voulez être végétarien, c'est très bien, mais pour des bonnes raisons. Oui. Non, mais c'est pas forcément conscient, je pense. Non, mais bien sûr, c'est même pas conscient. Non.
Parce que ça se met en place de manière un petit peu automatique. Insidieuse, ouais. Non, je veux pas ça, je préfère ça. Et puis voilà, il y a... En fait, finalement, la santé buccale, c'est vraiment un marqueur essentiel qui indique le niveau de vieillissement cellulaire et du stress oxydatif. Oui, du métabolisme. Du métabolisme global. Du stress oxydatif, du métabolisme, de la minéralisation. Il y a beaucoup d'énergie qui passe par la bouche. Hein. Cette énergie de vie, elle passe par la bouche. Est-ce qu'on peut réparer ces déséquilibres à n'importe quel âge, que ce soit 45 ou bien Alors, 92 normalement, ans? on est censé pouvoir tout faire à n'importe quel âge, mais ça demande énormément de travail. Plus il y a de dégâts, plus c'est difficile et plus les résultats sont aléatoires. Quand on veut réparer une dent qui est très abîmée, on peut la dévitaliser, enlever l'infection, mettre des pivots, des couronnes. Mais du coup, ce qu'il y a en dessous, les fondations sont fragiles. Donc, il se peut très bien que la racine, elle casse au bout de 3-4 ans, quoi. Ça, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Donc, plus on intervient sur une dent qui est abîmée, moins on a de chances de la sauver réellement sur le long terme. Finalement, c'est vraiment possible, tu parlais de ton grand-père, là, de ne pas avoir de problème de dents quand on vieillit, même après 90 ans? Oui, si ce n'est qu'il faut quand même ne pas oublier que quand on avance en âge, on a beaucoup moins de dextérité pour se brosser les dents correctement. Si on est dans des instituts, eh bien peut-être qu'on mangera pas aussi bien que quand on était chez nous. Il nous passe très facilement au moulinet, avec une alimentation qui est pas c'est souvent de l'alimentation industrielle, donc qui est pas très riche en minéraux et en vitamines. À moins que ce soit la famille qui apporte des suppléments, et encore quand la famille apporte des suppléments, il faut avoir l'autorisation du médecin qui autorise ou pas que vous lui donnez tel ou tel complément alimentaire. Donc voilà, on n'est pas suivi de la même manière et automatiquement ça se dégrade. Moi je sais que ma maman elle a 101 ans, elle est dans un EHPAD. Je la voyais systématiquement tous les 4 mois. Avec le Covid, j'ai pas pu la voir pendant au moins 2 ans. Et en 2 ans, ça a été une catastrophe. Elle a perdu des dents alors qu'elle avait pratiquement toutes ses dents. Et justement, tu parlais de complémentation. Du coup, c'est de la complémentation plutôt en minéraux. Voilà, multiminéraux, multivitamines, vitamine D, surtout beaucoup. Et puis après, dans l'alimentation, on est limité après chez les personnes âgées au niveau de l'alimentation parce qu'ils peuvent pas mâcher de salade, ils peuvent pas mâcher de crudités. Enfin voilà, il y a plein de choses. En lien avec la digestion aussi. Ouais. Et justement, donc s'il y a cette alimentation qui commence un peu à changer, on peut conseiller de manière quasi systématique à partir d'un certain âge d'avoir cette supplémentation. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? On a parcouru un peu tous les âges. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter qu'on n'a pas abordé et qui te paraît absolument essentiel? Quels sont les bons réflexes si on devait les mettre un peu je crois qu'il faut que les personnes aient conscience que effectivement on peut arriver dans la vie avec un bon potentiel dentaire, mais qu'en fait il n'est pas acquis pour la vie. Il faut vraiment à chaque étape de la vie, c'est-à-dire que on faut prendre soin de ses dents tous les jours. Tous les jours, on a un tel environnement que si on n'est pas vigilant, on peut très rapidement perdre son potentiel dentaire. Et si on a la force quand on est jeune, la force dans tous les domaines, hein, mental, physique, métabolique, on l'a de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance en âge. Et c'est ça qui fait qu'on doit vraiment être vigilant tout le temps. Donc c'est pas acquis. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et souvent maintenant les jeunes, ils se disent ouais, moi j'ai des super dents, je vais jamais chez le dentiste, tout va bien, ou alors ils y vont de temps en temps. Et puis tout d'un coup ils se mettent à avoir un peu mal aux dents, ils vont voir le dentiste et puis ils ont plusieurs caries alors qu'ils en avaient jamais eu étant même ado. Et ben parce qu'ils n'ont pas fait attention.
Et la dent, si on fait pas attention à elle, et ben en fait, il y a trop de facteurs qui peuvent abîmer les dents. Et juste, j'y ai pensé, désolée, c'est un peu à retardataire, mais on n'a pas parlé du café. Ça noircit un peu les dents si on se brosse pas bien les dents. Café et thé, mais il faut, voilà, si on se lave les dents, ça reste... Oui. Ok. En tout cas, merci beaucoup. C'est un épisode passionnant mais lumineux. Je trouvais qu'il était plein de belles énergies. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé ça parce que je me sens vraiment bien à la fin. Ouais, franchement. C'est génial. Et on a, comme tu disais tout à l'heure, on a eu plein de petits hacks, plein de petits conseils aussi tout au long de l'épisode. Donc je pense que tout le monde sera vraiment super content d'entendre tout ça. Et je pense que voilà, les médecins, on a passé un appel aussi. Donc, complètement. Mais nous, on est persuadés. On est persuadés. N'hésitez pas. On a besoin de vous. On a besoin de oui. vous parce que vous avez des compétences et toutes ces compétences mises ensemble, on peut faire des miracles pour nos patients. Absolument. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange et à très bientôt. Merci Catherine et à la semaine prochaine pour le Q&A. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, unlock your powers.